Bonjour à tous. Un vent, un froid glacial souffle sur les relations entre la communauté internationale et certains pays africains confrontés à des crises sociopolitiques et sécuritaires. Illustration lors des vœux de Nouvel An 2019 du corps diplomatique adressé au président de la République du Cameroun, alors que le doyen des diplomates a exprimé le souhait de la mise en place d'un dialogue inclusif et national pour sortir de la crise anglophone. Paul Biya a botté en touche cette préoccupation de la communauté internationale. C'est du moins l'analyse de la nouvelle expression cette semaine. Le chef de l'État s'est appesanti sur l'isolationnisme et le protectionnisme qui crée une instabilité dans les relations internationales. Selon Cameroun Tribune, le président de la République du Cameroun appelle à plus de solidarité pour faire face aux défis géopolitiques et à la conjoncture économique internationale. Mais au regard de cette omerta sur la gestion de la crise anglophone, Mutation constate que le gouvernement est confronté à une autre impasse, à savoir le cas Ayouk Tabé, un an après l'arrestation du leader séparatiste anglophone et ses compagnons. Leur procès piétine et la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest s'enlise et pour le moment, aucun arrêt des poursuites judiciaires n'est envisagé. Dans un tel climat sociopolitique, 2019 est-elle une année périlleuse? Comment réunir les conditions d'une désescalade et tracer les sillons d'un dialogue pour sortir de l'enfer de cette crise anglophone, pendant que la pression internationale est plus ou moins appréciée sur la gestion de la crise anglophone au Cameroun? La presse africaine est divisée sur l'attitude de la communauté internationale en République démocratique du Congo. L'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi suscite de vives réactions. D'un côté, des scènes de joie pour saluer l'alternance politique. De l'autre côté, Paris et Bruxelles qui contestent ces résultats en s'appuyant sur la mission d'observation électorale de l'Église catholique, à tel point que le Conseil de sécurité de l'ONU exige le recomptage des procès-verbaux. C'est aussi la principale revendication de Martin Fayoulou, un candidat de l'opposition congolaise, qui a saisi le Conseil constitutionnel. Au-delà des scènes de violence post-électorales observées dans certaines localités congolaises, quels sont les enjeux géopolitiques qui se dessinent autour de la victoire contestée de Félix Tshisekedi? La République démocratique du Congo est-elle le théâtre du jeu des puissances étrangères? Et la soif d'alternance et de changement démocratique augure-t-elle une nouvelle vie plus prospère pour le peuple congolais, malgré le fait que ce soit l'un des pays les plus pauvres du monde, disposant d'un sous-sol très riche? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Paul Sopo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes économiste et ancien député sous la bannière politique de l'UPC. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci à vos milliers de téléspectateurs qui attendent beaucoup de choses de nous cet après-midi. Merci à tous, je dis bonjour à tous les panélistes. Et j'espère, c'est une mise au point que je voulais faire, que les opinions contraires, comme d'habitude, ne seront pas rangées dans le camp de l'appartenance à un parti quelconque. Nous en parlerons tout à l'heure. Ce dimanche également, je reçois Maître Fou Johnson. Bonjour. Good morning, Cédric. Et bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Cameroun. Vous faites partie du collectif qui défend Sisikou Ayouk Tabé et d'autres personnes qui avaient été arrêtées au Nigeria il y a près d'un an dans le cadre de cette crise anglophone. Vous êtes également analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le troisième panéliste sur ce plateau, André Luther Meka. Bonjour. Bonjour et bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes analyste politique, militant également du RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le quatrième panéliste est consultant, éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse, Edmond Kandia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Nufele, je salue tous les copanélistes ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je reste avec vous, Edmond, pour évoquer cette cérémonie des vœux de Nouvel An
au chef de l'État qui a cristallisé l'intérêt de la presse. Pourquoi la nouvelle expression a tant insisté sur l'aspect concernant la crise anglophone? La nouvelle expression a insisté sur la crise anglophone parce que le chef de l'État, dans sa réponse au discours de présentation des vœux au corps diplomatique du doyen du DICOR, le chef de l'État n'a dit mot. Il n'a pas du tout évoqué la crise anglophone. Pourtant, c'était au cœur, c'était parmi les sujets qui ont été présentés, développés et analysés par le doyen du corps diplomatique. Vous savez que le corps diplomatique, quand il fait un discours, c'est globalement le résultat, le fruit de la synthèse des avis des différents membres du corps diplomatique, c'est-à-dire que les chefs de mission diplomatique, les organisations internationales qui sont accréditées à Yaoundé. Donc, quand le chef de l'État, en répondant au doyen du corps diplomatique, n'évoque pas la crise anglophone, qui a fait l'objet d'un véritable développement du discours du doyen du corps diplomatique, parce qu'il faut le dire, il y a au moins 2 temps forts sur la crise anglophone qui a été prononcée par le doyen du corps diplomatique. Lesquels? Il a salué, par exemple, la mesure prise par le chef de l'État d'arrêter les poursuites, ce qui a permis la libération de 289 personnes arrêtées dans le cadre de la crise. Mais il a surtout mis l'accent sur un point qu'évoque tout le temps les partis politiques, la société civile, les religieux et également la communauté internationale. Ce point précis, c'est la nécessité d'un dialogue national inclusif sur la crise anglophone. Et le chef de l'État, quand il a abordé sa réponse au doyen du corps diplomatique, il a parlé, certes, des questions de terrorisme, il a parlé de Boko Haram, il a parlé surtout des questions qui n'ont rien à voir avec la crise anglophone, qu'il n'a pas du tout cité. Et nous pensions que c'était quelque chose d'important qu'il fallait soulever. En réalité, il a botté en touche la crise anglophone. C'est d'autant paradoxal qu'un mois plus tôt, il évoquait la nécessité de discuter avec les personnes de bonne volonté sur la dite crise. C'est pour cela qu'on a été très surpris. Nous en parlerons Edmond dans cette émission. J'aimerais également avoir votre réaction, Paul Sopor, sur l'attitude du chef de l'État face aux diplomates concernant les 2 discours. D'un côté, le doyen des diplomates qui insiste sur la crise anglophone, préoccupation majeure au Cameroun selon la communauté internationale, et le président de la République qui ne s'est pas prononcé sur cette épineuse question qui concerne le Cameroun. Comment appréciez-vous l'attitude du chef de l'État? Vous savez, moi, je suis très mal à l'aise chaque fois qu'il faut parler de la crise anglophone. Parce que, déjà, je suis un UPCiste. Et l'UPC s'est battu pour que ces 2 parties du pays soient unies. Et ça, tout le monde le sait. Personne ne peut le contester. Donc, nous nous voyons très mal en train de promouvoir une certaine partition du pays. Tout simplement parce que moi je parle au français, l'autre parle anglais. Voilà, c'est tout. Alors nous, UPCistes, nous sommes résolument contre la séparation du Cameroun. Deuxièmement, en tant que Sawa, vous savez qu'il y a un grand groupe Sawa dans cette partie du pays. Je dirais même que tout le sud-ouest est Sawa. Comment est-ce que je vais promouvoir la séparation de ce groupe? Je ne peux pas. Troisièmement, lorsque vous dites que le chef de l'État ne l'a pas évoqué, je crois qu'on l'a suffisamment évoqué. Souvenez-vous, lors de sa prestation de serment, il a appelé à déposer les armes et il a bien martelé que ceux qui ne déposeront pas les armes feront face aux agents de défense. Et il a bien dit. Alors, quand on vient me dire que la communauté internationale martèle pour qu'il y ait dialogue inclusif ou exclusif, moi, ce sont des choses que je ne comprends pas. Surtout que cette même communauté internationale n'a jamais appelé la France à dialoguer avec les Gilets jaunes. Voilà la communauté internationale. Voilà des événements qui nous divisent aujourd'hui. Cette même communauté internationale n'a jamais appelé l'Espagne à dialoguer avec l'autre groupe que l'Espagne aussi qualifie de terroriste. Elle n'a jamais obligé à cette Espagne. Elle n'a jamais demandé au Sénégal de dialoguer avec les Casamançais. Il y a un principe fondamental. On ne dialogue pas avec les terroristes. On ne dialogue pas avec ceux qui veulent la séparation du pays.
vous allez dialoguer, on dialogue entre frères. On ne dialogue pas entre ennemis. On ne dialogue pas avec ses ennemis. Et le groupe qui est aujourd'hui en train de tuer les chefs traditionnels, qui ne sont pas francophones, de tuer les enfants qui ne sont pas francophones, de tuer les fonctionnaires qui ne sont pas francophones, vous n'allez pas me dire que ce groupe-là défend la cause anglophone. Vous allez revenir sur l'affaire Ali Tabé et je suis prêt à vous dire ce que j'en pense. Lorsque le doyen des diplomates insiste sur la nécessité d'engager un véritable dialogue inclusif, en réaction, le chef de l'État, dans son discours, ne dit pas un mot. Avec vous, Maître Frou Johnson, comment appréciez-vous l'attitude du chef de l'État? Vous venez de suivre Paul Sopok qui estime que la communauté internationale n'a pas le droit de se mêler des affaires internes concernant le Cameroun. Quelle est votre analyse à ce sujet? First of all, that is why we are where we are. If a senior person, a very senior person, who was with my late uncle, Pantumaza, talks in this manner and thinks that there is nothing to talk about, it means that he is not seeing what is happening on the ground. Let me tell you why Mr. Paul Biya did not mention it, because he said it in the end of year speech that is going to neutralize those who do not put down their arms. I want to find out if there's a conflict and the conflict is still on. You ask one side to put down their arms. What are you saying? That the other side should surrender so that you should kill them, or you should do whatever you want to do with them. Let me tell you, senior people of this country who are supposed to rally around and let's get out of this war are those advising Mr. Biya not to do anything. Example that you have just heard it. You have just heard Mr. Sopo say it. Oh, he doesn't see why they should be talking about it. He says that it's going to neutralize them with the soldiers. Fine. The point is, Mr. Biya has decided not to negotiate this matter. Mr. Biya has decided to neutralize Anglophones. And this war will continue. There is nobody who is going to put down his arms for you to come and kill him. Nobody. And I want to correct a thing in history. The French Cameroon, which was called then La République du Cameroun, had its independence in 1960. Were we there? Ask Mr. Sopo whether we were there, whether Anglophones were there. No. We were not part of it. You had your independence 1960, 1st January. Yes. It's in history. It was not until 21st of April that the United Nations voted for the trust territory of the southern Cameroon, of the British southern Cameroon. Its own independence, 21st of April 1961. And on 1st of October, instead of unification, you call it reunification. Whatever you call it. There were two different states that came together. One, a trust territory of the United Nations, placed under the tutorship of the British government. And the other, a trust territory of the French, placed under the French, and the French gave you independence. C'est ce débat que vous souhaitez qu'il soit remis au devant de la table pour... No. I want to say that we are where we are because there are some people in this country who don't want this matter solved for their own personal interests. Because to have a senior citizen say that there's nothing to talk about, the war continues. J'aimerais également prendre la réaction à votre suite, Maître Frou Johnson, d'André Luther Meka. Vous suivez les différentes réactions qui viennent d'être émises sur ce plateau. Maître Frou Johnson qui estime que lorsqu'il y a un refus de dialogue, il y a des risques d'enlisement de la situation et d'une dégradation également de la situation sur le théâtre de la crise anglophone. Comment appréciez-vous l'attitude du chef de l'État
face aux diplomates au sujet de cette crise qui est une préoccupation majeure pour le Cameroun à l'heure actuelle? D'abord, je suis très surpris de constater qu'il y a manipulation du discours, parce que ce n'est pas le même discours que j'ai suivi. Je vous ai apporté un bout de phrase de son Excellence Patrick Bifot, ambassadeur du Gabon, représentant des chancelleries. Le 7 octobre 2018, Il parlait en anglais. le peuple camerounais vous a renouvelé sa confiance pour un nouveau mandat. La force de votre espérance a donné raison d'elle-même. Nous voulons une fois de plus vous souhaiter nos vives et chaleureuses félicitations. Le pardon, dit-on, n'est pas une faiblesse, mais une puissance qui caractérise les grands hommes d'État. Nous, membres du Code diplomatique, saluons et félicitons votre récente décision de la libération de 289 détenus de la crise anglophone. Fin de citation. Je prends dans ce bout de phrase 3 grands déterminants. Le premier déterminant pour régler un problème qui a pignon sur rue, c'est la reconnaissance de la victoire du chef de l'État par la communauté internationale. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien, le représentant le représentant, n'est-ce pas, de la chancellerie est le représentant, n'est-ce pas, de plusieurs chancelleries et qui parle au nom de la chancellerie. Il a donné les félicitations de la victoire du chef de l'État. Le deuxième déterminant, c'est le déterminant du pardon. Il a reconnu que le chef de l'État est un homme du pardon. Si on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a une faute, parce qu'il faudrait bien qu'on analyse le discours. Donc, il reconnaît dans cet esprit du pardon du président Paul Biya, il dit que c'est la puissance, n'est-ce pas, des grands hommes. Ça veut dire qu'il reconnaît que le président Paul Biya est un homme du pardon et que c'est un grand homme. Et en plus, la libération des 289 qui participent également de l'apaisement, de l'esprit de paix et de l'engagement du chef de l'État à pouvoir promouvoir l'indivisibilité de la nation. Je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent que le chef de l'État prend des problèmes de crise de façon globale sur le plan international. Et pour ceux qui ont pu suivre ce discours est ce qu'on appelle en méthodologie sous forme d'entonnoir. On part du global au particulier. Et parlant du global, le chef de l'État a fait le tour de toutes les crises mondiales qui, effectivement, il l'a démontré, affectent le Cameroun. Donc, sur le plan tacite, il y a une reconnaissance du chef de l'État qui a un problème de crise au Cameroun. Et ces problèmes, le chef de l'État a trouvé un certain nombre de solutions. D'abord, la solution sur le comité de démobilisation, de désarmement et d'insertion, qui est un cadre de dialogue. Mais comment comprendre que c'est le doyen du corps diplomatique qui parle des mesures prises par le chef de l'État au courant de l'année 2018, alors que le président de la République lui-même n'a pas dit un mot sur une action gouvernementale qui a été mise en place en 2018 pour résoudre la crise et sur quelques actions qu'il pourrait mener en 2019 afin de pouvoir apaiser les tensions dans ces régions? Ce n'était pas une interpellation, une inquisition. Je crois que je vous ai donné le discours qui a été donné par son excellent Patrick Bifot, qui fait un constat de paix et de pardon. Donc je ne sais pas où vous êtes allé prendre votre bout de phrase. Je ne sais pas où vous êtes allé prendre votre bout de phrase. Mais je comprends que la ligne éditoriale voudrait bien qu'on fasse comprendre aux téléspectateurs qu'il y a anguille sur roche entre la communauté internationale et le président Paul Biya. Donc, lorsque vous pouvez voir le discours du chef de l'État, il admet que nous sommes effectivement dans une situation de crise et parle des mesures de renforcement de cette sécurité par rapport à ces réunions qui se sont passées en Djamena, dans le lac Tchad et au Nigeria. Donc, je ne pense pas que c'était une interpellation tout à fait inquisitoire pour que le président puisse répondre au mot à mot. J'ai donné ce discours pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas anguille sous roche entre la communauté internationale et, n'est-ce pas, le président de la République. À la suite de votre analyse, j'aimerais ici, Edmond Kamgia, convoquer l'expert des relations internationales que vous êtes. Vous avez suivi le discours du chef de l'État et celui du doyen du corps diplomatique. Quelle est votre analyse de la stratégie diplomatique de Paul Biya face à la communauté internationale? Certes, dans ses discours précédents, notamment le 31 décembre 2018, il a clairement indiqué que la crise anglophone est sa préoccupation majeure en 2019, mais d'aucuns s'attendaient que devant la communauté internationale très inquiète de la situation au Cameroun, qu'il puisse dérouler son plan d'action pour résoudre la crise. Comment appréciez-vous sa stratégie diplomatique de Paul Biya? Je vais aller droit au but, M. Noufélé. Le chef de l'État a appliqué ce qu'on appelle l'évitement.
pour utiliser son propre terme, du chef de l'État, je pourrais qualifier de glissement. C'est-à-dire qu'il a évité de parler de la crise anglophone. Donc il a évité. C'est pour cela que je parle d'évitement. En réalité, il a pris l'ascenseur. Face au discours du corps diplomatique, qu'il a interpellé de manière à peine voilée, parce que c'est une interpellation, pour répondre à M. Meka. Est-ce qu'ils ont interpellé le chef de l'État? Oui, mais ils l'ont interpellé de manière diplomatique, en revenant sur un thème que la communauté internationale a déjà utilisé plusieurs fois. L'Union africaine, l'ONU et toutes les autres institutions, le Commonwealth, depuis 2 ans, parlent du dialogue national inclusif. Donc on ne peut pas dire que le chef de l'État a répondu à cette question. Non, il a évité de répondre à cette question. Tout à l'heure, je constate que M. Meka est en train de nous embarquer et en train de faire l'amalgame. Il nous distrait en réalité. Parce que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons suivi le discours du doyen du corps diplomatique. En anglais. On a suivi ce discours-là. En anglais. Et ce qui s'est passé, pour répondre à M. Noufele dans sa question, c'est que le chef de l'État avait là une opportunité. Puisqu'il a placé son septennat dans le cadre des grandes opportunités, répondre au corps diplomatique était une des grandes opportunités qu'il interpellait. Au moment où, n'oubliez pas que tout le mois d'exemple, le Conseil de sécurité a discuté de la question de la crise anglophone, des droits de l'homme au Cameroun, mais de la crise anglophone. Et le corps diplomatique représente la communauté internationale dans un pays. C'était l'occasion en or pour le chef de l'État de répondre au corps diplomatique, en réalité de répondre à la communauté internationale. Il l'a évité totalement. Et je peux vous dire qu'en diplomatie, c'est-à-dire le corps diplomatique a tout simplement pris acte, puisqu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas un dialogue. Chacun joue un rôle, c'est un rituel. Mais sur cette question, je peux vous dire que ce n'était pas la meilleure option. Ce n'était pas la meilleure option. Celle que le chef de l'État a prise sur la crise anglophone n'était pas la meilleure option. C'est d'autant que, au mois de décembre, dans son discours du 31 décembre, il a pris une décision, ou en tout cas, il a tenu des propos qui étaient un peu contradictoires. Je vais l'expliquer. Quand il dit déposer les armes, parce qu'il a réitéré la nécessité de déposer les armes, après avoir, au mois de novembre, créé le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il a dit, ceux qui ne vont pas déposer les armes, je prendrai des instructions pour les neutraliser. Et neutraliser, c'est un terme militaire. Pour en français facile, neutraliser signifie tuer, assassiner. Je veux dire à M. Sopor tout à l'heure, qui disait qu'on ne discute pas, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne discute pas avec des ennemis. Je suis très surpris. Vous avez été député et vous suivez l'actualité nationale et internationale. Vous savez très bien que dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, le gouvernement camerounais a discuté avec Boko Haram, a libéré les otages de Boko Haram. Que ce soit la famille Moulin-Fournier, que ce soit la famille de l'ancien vice-premier ministre qui vient de quitter le gouvernement, Amadou Ali. On a discuté avec des terroristes. Et vous dites qu'on n'a pas discuté avec les terroristes? Mais écoutez, vous parlez quand même devant des millions, des centaines de millions de téléspectateurs au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Soyons sérieux. Quand la vie des gens sont menacés, il faut dialoguer. Parce que dans le cas d'espèce, quand vous dites on ne discute pas, laissons tomber l'histoire des terroristes même. Restons sur les ennemis. Les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui luttent, dit-on, pour avoir leur indépendance dans le cas d'un État qui s'appellerait Ambazonie. Sont-ils des ennemis? Ont-ils été des Camerounais ou pas? Sont-ils Camerounais ou pas? Ils disent qu'ils sont ambazoniens aujourd'hui. Mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Majoritairement, avec leurs autres frères qui sont modérés ou alors qui ne s'impliquent pas dans la guerre qu'ils sont en train de mener, sont des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont des Camerounais d'abord. Vous dites qu'ils sont des ennemis. Donc vous considérez que les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest sont des ennemis. Je prends le peuple à témoin. Vous avez été député honorable, c'est-à-dire, soyez responsable, monsieur, dans vos propos. Vous ne pouvez pas appeler vos frères des ennemis. Parce que dans le cas d'espèce, si la guerre continue, comme elle est sur le point de continuer, monsieur Sopor, j'aurai le même temps de je fais l'analyse en ce moment pour dire que quand la communauté internationale revient sur la nécessité du dialogue, c'est parce que des centaines de personnes sont en train de mourir, aussi bien dans les régions du nord-ouest, sud-ouest. Nos confrères, nos compatriotes sont en train de mourir dans les forêts. Ils sont en train de mourir. Les personnes civiles, comme les bandes armées dites des forces ambazoniennes, comme les forces de défense et sécurité. C'est tous les jours qu'ils meurent.
Et vous pensez que c'est normal qu'on n'y ait pas un dialogue? Ce style propre au chef de l'État d'esquiver, comme vous l'avez dit, la préoccupation majeure de la communauté internationale, ce style est-il le bienvenu sur le théâtre de la crise anglophone pour le support au moment où il y a quand même, au courant de l'année 2018, il y a eu plusieurs réactions, à la fois des parlementaires britanniques, du gouvernement fédéral allemand, aux États-Unis également, et concernant la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. N'était-ce pas une occasion pour le chef de l'État de pouvoir rassurer les partenaires du Cameroun sur les mesures à prendre en 2019 afin de résoudre la crise? Vous savez, j'ai été député. Et c'est justement M. Kamgia, parce que j'ai été député que je comprends ces choses. C'est pour ça que je les comprends. Vous ne pouvez pas les comprendre, je vous comprends. Vous ne pouvez pas les comprendre parce que déjà à partir de la ligne éditorialiste du journal dans lequel vous travaillez, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais moi, j'ai été député et c'est pour ça que je comprends. Partagez avec nous votre analyse. Justement, c'est ce que je dis à ce sujet. Donc, j'ai été député. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que moi, je les comprends. Et je parle devant ceux qui m'avaient donné leur mandat. Ils me regardent et ils savent que je comprends ces choses. Je les comprends parfaitement. Monsieur Frou me pose la question de savoir est-ce qu'ils étaient là en 1960 au moment où le Cameroun a eu son indépendance. Vous n'étiez pas là. Mais seulement en 60, 61, vous étiez là. On vous a posé deux questions essentielles. Il faut dire aux Camerounais ce qu'on vous a posé comme question. Et vous avez librement choisi. Il faut leur dire ce qu'on vous a posé comme question. Mais aujourd'hui, on ne vous a pas parlé. Non, il y a une contestation. Non, mais il n'y a pas de Comment on résout contestation. ce problème? Comment on résout ce problème? Écoutez, comment vous me laissez parler. parler. Je vous ai dit, vous allez me donner le même temps de parole que votre collègue. Lui, il me pose la question, est-ce que nous étions là? Il n'était pas là. Mais seulement en 61, pour qu'ils choisissent, on leur a posé deux questions. Appartenir au Nigeria? Ou alors, peut-être qu'il n'a pas compris le langage, profiter de l'indépendance du Cameroun et en faire partie. Ils ont choisi la deuxième question. Donc ça veut dire que, de facto, lui qui est internationaliste, il aurait dû le dire, de facto, ils sont indépendants par rapport à l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire, c'est vis-à-vis du Cameroun qu'eux-mêmes aussi deviennent indépendants. C'est la question qu'on leur a posée. Ils ont dit, oui, nous acceptons être indépendants à partir du Cameroun. Voilà la question, la réponse qu'ils ont donnée. Mais là, ils vous disent non, on ne leur a pas posé cette question. Ils n'étaient pas là le jour où le Cameroun était indépendant. Pourtant, ils étaient là. Ils étaient là et ils ont accepté. Deuxièmement, quand M. Kamgi a dit dans son langage, c'est l'évitement, il a évité de glisser. Il a évité de faire ceci. Mais je voudrais qu'il revienne au discours. Moi, je n'ai pas voulu vous interpeller lorsque, depuis le début de cette affaire, je vous entends parler du harcèlement de la communauté internationale qui pousse le Cameroun au dialogue. Je vous le répète, on dialogue avec des frères, on ne dialogue pas avec ceux qui se prétendent ennemis. On ne dialogue pas dans un pays avec ceux qui veulent la séparation de votre pays. Il n'y a pas de dialogue possible. Et je veux le lui dire. On a discuté avec Boko Haram, pas pour arrêter la guerre, pas pour ne pas séparer le Cameroun. Comme vous dites, ils ont discuté avec Boko Haram pour libérer les otages. Ça, c'est libérer les otages. Et vous qui êtes internationaliste, vous deviez faire la différence entre la libération des otages et la séparation d'un pays. Vous deviez faire cette analyse. Vous qui êtes champion en analyse, vous deviez savoir que lorsque je viens discuter avec vous pour libérer des gens, les otages, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous pour le problème posé, pour la guerre. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Le Cameroun n'a pas été d'accord pour cette guerre-là. C'est la raison pour laquelle nos forces de défense ont combattu et combattent encore. Vous me parlez donc maintenant des gens qui sont devenus ambazoniens. Mais on devient comme ça par un coup de baguette magique ambazonien. On devient comme ça par un coup de baguette magique en disant « Moi, je suis Casamançais, je ne suis plus Sénégalais, je suis Casamançais. » Et vous demandez d'aller discuter avec ces gens.
On ne devient pas un coup de baguette magique. Je croyais que vous, qui êtes internationaliste, alors, vous auriez dû leur dire que non, on ne s'approprie pas un État, on ne s'autoproclame pas. Cette communauté internationale dont vous parlez ne les a pas encore reconnus, ou bien ne les reconnaît pas comme ambazoniens. Mais seulement, nous lisons vos journaux, vous dites, oui, le procès, peut-être on y reviendra pour Aïk Tabou, mais je voudrais dire que le chef de l'État a été clair. Il a été clair. C'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin de revenir devant la communauté internationale. Il a dit lors de sa passation de service. Il a dit le 31 décembre, et vous l'avez évoqué. Il a répété ce qu'il a dit lors de la passation de service. Ceux qui ne déposeront pas des armes, en fait, auront affaire à notre armée. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous vous dites, allez dialoguer, parce que la communauté internationale vous demande de dialoguer. Mais posez la question à cette communauté internationale. Les Casamancais, pourquoi ils ne demandent pas aux Sénégalais de discuter avec les Casamancais? Les Espagnols, pourquoi ils ne demandent pas aux Espagnols? Vous êtes favorable au fait qu'il ne faut pas discuter avec les mouvements séparatistes? C'est bien ça? Oui, les séparatistes, on ne discute pas avec les séparatistes. Je suis clair. Vous n'avez jamais vu dans aucun pays un mouvement séparatiste discuter avec le mouvement légitime voulu par un peuple. Alors, à votre suite, Maître Fou Johnson, vous venez de suivre les propos de Paul Sopot sur sa perception de la gestion de la crise anglophone. La communauté internationale n'a pas le droit d'exercer une pression sur le Cameroun. Il ne faut pas discuter avec les extrémistes qui ont pris les armes contre la République du Cameroun. Quel est votre point de vue à ce sujet? Well, I want to say that Mr. Sopot is not a jurist, so he doesn't even know what he's talking about. I'm not a jurist. And secondly, I cannot sit here and begin to argue with a senior citizen who, in the same generation with Mr. Biya, have decided that Cameroon must melt. I'm not going to take part in that kind of debate. But I will say this. Whether La République du Cameroon negotiates with the Southern Cameroon, or we will fight to the last man standing. Let it get to the head of Mr. Sopot and his friends that we will fight till you finish killing all our children and us. Whether you negotiate or not in the international community, you need to have listened to the debate in the Security Council. This country was given a deadline. I don't want to sit here and begin to talk the way he talks. Given a deadline to start negotiations, or they will take a decision. Yeah, okay. That's the Security Council of the United Nations. Keep winning decision. Now, whether Mr. Biya likes it or not, we are living in a world where there is the United Nations and it's a global village. I say here now that Southern Cameroon was never part of La République du Cameroun. We voted at plebiscite. That plebiscite has been called into question by us. So we want another plebiscite, or we will fight and die to the last man, because you did not enslave us. You didn't take us as slaves. From the day that Dr. E.M. Ndele told us that you will regret this day. That is the man he calls Sesawa on the other side. That is our leader. Our late leader, Dr. E.M. Ndele. If he is a reader, if he reads history, he would have read about Dr. E.M. Ndele. He was a leader of the opposition who did not want us to come here. But, you know, for some reason or the other, Foncha did not listen. And look at where we are, marginalized, treated like second-class citizens, shot and killed, villages, more than 215 villages already burned down. Children are dying, young people are dying from both ends. They are not only dying in the population of the North. Let me finish. Je vous en prie. You give me the same time. Give me the same time. Vous permettre de poursuivre. Give me the same time. Le chef de l'État a dit le 31 décembre que sa préoccupation majeure reste la crise anglophone et qu'il reste engagé à poursuivre le dialogue avec les personnes de bonne volonté pour résoudre la crise. Cela démontre que Paul Biya, chef de l'État, est prêt à poursuivre ce dialogue selon ses propres termes
et à pouvoir mettre en œuvre des mesures pour apaiser les tensions dans ces régions. Let me answer that. Voilà. I don't know how Cameroonians are. This guy wrote a speech that the Gabonese diplomat read in English. This guy has gone and done his own translation that he thinks and comes and reads out the preamble. Did you listen to the speech of the Gabonese diplomat in English? Was it in French? No, it was in English. Secondly, let me answer your question. I'm surprised. Mr. Paul Biya said. C'était bilingue. Merci. Un discours bilingue. Merci. Vous voyez que... Merci. Allez-y, permettez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez réagir Mr. Paul Biya said that he would continue dialogue with Cameroonians of goodwill. Where was that dialogue started? We are sitting here on this table. Let somebody tell me when Mr. Biya ever started dialogue on this matter, that he will perceive it. He started with whom? Well, we are being regulated by the world. The world is watching us on this table. The world is watching senior citizens of this country talk like Mr. Sopo. I believe that senior citizens of this country are better than that. They are better than Mr. Sopo. I am And senior citizens, I have met a lot of francophones. Now let me finish. I've met a lot of francophones who are senior citizens who understand this issue, who would want a dialogue, who would want us to sit down as children of this country réaction and talk. Messieurs, that is Mr. Biya's generation. J'aimerais maintenant que je vous en prie, permettez maintenant à André Luther Meka de s'exprimer sur cette situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République dit être favorable pour discuter avec les personnes de bonne volonté pour résoudre la crise anglophone, mais d'aucuns s'interrogent sur le début effectif d'un tel dialogue et les conditions favorables à sa mise en œuvre. Vous avez suivi Maître Fodjonso qui estime que ce dialogue n'a pas encore véritablement démarré tel qu'attendu par les populations dans ces régions anglophones. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je constate que ce monsieur, je ne connais pas son nom. C'est Maître Frou. Maître Frou a un petit problème parce que nous tous, nous avons suivi le discours de l'ambassadeur, Patrick Bifford. C'était effectivement bilingue en français et en anglais. Et puis, j'aimerais évacuer beaucoup de manipulations qu'il y a sur ce plateau. Le gouvernement camerounais n'a pas discuté avec Boko Haram. Il y a eu échange. Le gouvernement camerounais a donné de l'argent. Il y a eu libération des otages. C'est différent de discuter. Et je crois que dans la crise anglophone, c'est le même process. Il y a effectivement échange des otages. Il y a de l'argent qu'on donne à ces brigands. Parce qu'il faut même le dire, dans la crise anglophone, il y a ceux qui sont des brigands, des bandits, qui font des rapines, qui volent les populations, qui tuent, et ceux qui sont des séparatistes. Ça, c'est important de le dire. Donc, le président Paul Biya a mis sur pied des cadres de concertation. Ces cadres, c'est le comité de démobilisation et de désarmement pour la réinsertion. Il a dit dans ce document que ceux qui veulent effectivement la paix peuvent déposer les armes, se rapprocher des chefs traditionnels, des prélats, pour qu'il y ait un processus pour la réinsertion. Cela veut dire automatiquement que le président Biya procède par la paix et a mis un comité en place. Je veux dire quelque chose. Je parle sous le contrôle du député Sopon. Il y a d'abord eu une unité des partis politiques, même des partis politiques de la zone anglophone. J'ai les actes du colloque de l'unification à la maison, j'ai lu cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ancêtres, les patriarches de ce pays nous ont légué un pays un et indivisible. Donc moi je suis surpris que quelqu'un de cet acabit vienne sur ce plateau pour faire l'éloge de la guerre en disant qu'on tue les villages, on décime des villages, alors que nous avons en Mondovision comment on coupe la tête des forces de l'ordre. Il ne le dit pas. Mais l'ONU a déclaré que des deux côtés, il y a des exactions qui sont commises et les Nations Unies appellent à un dialogue sans conditions préalables pour discuter des causes profondes de la crise.
Et là, jusqu'ici, certains acteurs de la société civile estiment que toutes ces conditions ne sont pas encore réunies pour le dialogue. Le président Paul Biya a dit si l'appel à déposer des armes que j'ai lancé n'est pas suivi, les forces de l'ordre recevront des instructions pour les neutraliser. Il y a une condition si. Et cette condition si, c'est un ultimatum. C'est un ultimatum. Parce que moi, je suis un homme de lettres. Il est important de saisir les mots. Et le président Paul Biya agit par les actes. Il y a 2 comités. Le comité de multiculturalisme et de bilinguisme. Il y a le comité de désarmement, qui sont des instituts refuges où on peut, n'est-ce pas, déblayer et désamorcer cette crise. Parce qu'il faut le dire, aucun gouvernant dans ce pays ne peut accepter la séparation de ce pays. C'est un héritage. Et c'est un héritage qu'on nous a légué. Dans tous les cas, nous mettrons sur pied pour que cela n'arrive pas. Alors vous parlez... soit l'éloge de la destruction que cet avocat fut en train de faire. Alors vous parlez d'un ultimatum donné par le chef de l'État, Edmond Kambia, un tel ton du président de la République, alors que la crise, elle, est loin d'être résolue. Ça fait 2 ans que les Camerounais la subissent avec une situation humanitaire assez grave, décriée par les agences spécialisées des Nations Unies. Comment appréciez-vous l'attitude du chef de l'État et son ton martial pour résoudre cette crise anglophone? Le ton martial utilisé par le chef de l'État rentre dans ses prérogatives de commandant en chef des forces armées. Sauf que, vu le contexte sociopolitique très tendu, vu le fait que la crise s'est transformée en guerre, ce ton martial n'était pas judicieux pour ma part. Parce que, en même temps qu'il demande aux bandes armées de déposer les armes, il ajoute la menace de les neutraliser. Ce n'est pas de nature à encourager les bandes armées à déposer les armes. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il lui était judicieux pour le chef de l'État de mettre l'accent sur les facilités que les bandes armées auraient lorsqu'ils auraient déposé les armes. Et ce comité qui a été créé, dans le contexte qu'il a été créé, ne suffit pas. Parce que généralement, un comité national de mobilisation et des armements est créé à la fin des négociations, à la fin d'un processus. Ça s'est vu partout ailleurs dans d'autres pays, en Centrafrique, et dans d'autres pays en Afrique, et partout où il y a la guerre. Le DDR vient à la fin des négociations. Donc il a manqué une chose. Peut-être c'est un problème de sémantique. Ceux qui n'aiment pas entendre le mot dialogue, bon, j'appelle ça négociation. Il a manqué de négociation. Je voudrais prendre un exemple clair dans le monde, qui a été très apprécié par l'ONU et par toutes les institutions nationales, internationales, gouvernementales ou non gouvernementales. Regardez aujourd'hui la Colombie, qui a connu 50 ans de guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu des rebelles qui sont restés en forêt, qui ont perturbé le gouvernement pendant 50 ans. Mais il a fallu qu'un chef d'État qui aime le dialogue arrive au pouvoir et décide de négocier avec les rebelles. Il a fait sortir de la forêt les rebelles qui y étaient pendant 50 ans. Et ces rebelles sont sortis non seulement de la forêt, mais sont rentrés dans la vie politique et ont transformé le mouvement rébellion en un parti politique. Et il y a la paix aujourd'hui en Colombie. Et ce président a eu le prix Nobel de la paix. Mais voyez-vous, voilà des exemples qu'on peut citer. On discute, on négocie avec des rebelles. Voilà un exemple typique. Il a eu le prix Nobel de la paix, je le cite. Je le dis, il a eu le prix Nobel de la paix. J'ai vu au sein du RDPC des personnalités qui ont souvent dit que le chef de l'État camerounais mérite même un prix Nobel de la paix. Puisque c'est l'année des opportunités. Il peut négocier avec ces gars. Et qui sait, peut-être, s'il obtient la paix à travers une négociation avec les bandes armées, n'est-ce pas, qui ont décidé de faire sécession, peut-être qu'il pourra obtenir ce prix Nobel. Et pourquoi pas? Et dans ce sillage-là, il y a un cas qui embarrasse le gouvernement. Selon Mutation, c'est le cas Ayouk Tabé, 1 an après l'arrestation de ce leader d'un mouvement séparatiste anglophone et ses compagnons. Le journal Mutation constate que la situation est loin de s'améliorer sur le théâtre de la crise anglophone. Le procès piétine, à en croire le journal Mutation. Avec vous, Maître Frou Johnson,
vous qui faites partie du collectif qui défend ces personnalités qui ont été arrêtées au Nigeria et transférées au Cameroun, où on en est concrètement avec ce procès? Well, you must know that I'm the lead counsel of more than 100 lawyers, Cameroon lawyers, who are doing that case. Even though on this plateau, the young man, whom I respect him for being our elder, a young man who refuses to respect me and calls me "c'est monsieur." Well, even knowing that I am a lawyer of the bar of Cameroon, I'm a public figure, and this CPDM young man will sit here and point at me and call me to say monsieur. Well, you are free to do that. You are free to do that. You are free to do that because by nature you are an arrogant young man. Let me continue to answer your question. We are at the stage of preliminary objections. What do you call in French? Opposition liminalities, which means that before they even charge them anything, we place a very important objection because the people themselves, the accused people said that they are not Cameroonians. And when once we have the Cameroon Nationality Code of 1968, when once somebody, an accused person, puts his nationality in question, a court must decide, and it's not a military court, it's not a criminal court, it's a civil court of the place of residence. We started the debate on Thursday. We started at 2:54. We went on till 11 p.m. in the night, and we have adjourned. We are adjourned to continue the debate. It's a very important objection. We are adjourned to continue the debate. I don't want to enter into the matter, what was said, what was not said, because the matter is still pending before the court. But what I will say is that our client, Mr. Ayuk Tabe, and his team are very serious and very quiet and very determined, even if you have to slaughter them. Because you know that the law, the military tribunal, the law that the military tribunal is using to try them carries a death penalty. I want to inform you that they are all willing to die. But let me also tell you that we as lawyers, we will carry this thing to the logical, legal end. Another case is coming up. Listen, let me finish. Another case is coming up on the 21st in Nigeria, where the Nigerian lawyers, plus some of us, have sued the Nigerian government. And I'm traveling to Abuja. Not only me, we are 4 lawyers, Cameroon lawyers, who are traveling to Abuja to join them in that matter. Another case has been filed by Barrister Femi Falana, a prominent human rights lawyer in Lagos, against Cameroon government in the African Commission on Human Rights in Banjul, where we'll be going. So, if this country decides, if the CPDM that manages this country decides to put Cameroon on the scanner and to debase Cameroon the way we are today, because we Cameroonians let them do it. Justement, le cas Ayuk Tabe qui cristallise l'intérêt de la presse, mais aussi l'opinion nationale. Paul Sopor, vous suivez, ça fait 1 an que ce leader d'un mouvement séparatiste anglophone a été arrêté au Nigeria. D'aucuns s'attendaient à ce qu'une fois le mouvement décapité, que la situation dans les régions anglophones devait se stabiliser, mais au contraire, les Camerounais et la presse également, notamment le journal Mutation, constatent que la situation s'enlise et que le procès, lui, il est en train de piétiner devant les juridictions camerounaises. Quelle est votre analyse de cette situation-là? D'abord, permettez-moi de vous raconter une chose. J'ai été à une audience un jour, par curiosité comme ça, à la cour, au tribunal de Nanterre. Alors, il y avait un étranger, c'était un Yougoslave, qu'on accusait de vol.
quand le président a demandé sa nationalité, il a dit qu'il était yougoslave. Alors le président audiencier a dit ceci. Quand un Français vole, c'est grave. Mais lorsqu'un étranger vient voler en France, c'est encore plus grave. Dans les territoires français. Vous comprenez? Oui. C'est encore plus grave. Français. Alors, quand un Camerounais tue un autre Camerounais, c'est grave. Mais quand un étranger donne des instructions pour qu'on tue un Camerounais, c'est encore plus grave. Je ne sais pas de quoi on parle. Franchement, des gens eux-mêmes viennent vous déclarer que nous ne sommes pas de chez vous, nous sommes de l'Ambazonie. Et l'Ambazonie qui se situe où? Dans notre territoire. C'est le sud-ouest soi-disant et le nord-ouest. Nous pensions qu'ils étaient Camerounais. Et vous voyez donc que la thèse du dialogue que nous évoquons là depuis, elle est détruite. Vous n'allez pas discuter avec des Ambazoniens. Et je voulais d'abord dire à M. Kandia, les Colombiens, Oui. ce n'étaient pas des séparatistes. Vous avez bien dit, c'était des rebelles. C'était des gens qui se disputaient le pouvoir. Les Angolais, ce n'étaient pas des séparatistes. C'était des gens qui se disputaient le pouvoir, mais non la partition du pays. C'est tout à fait normal que vous restiez avec vos frères pour discuter. J'ai dit tantôt qu'on pouvait discuter avec ses frères. Nous ne sommes pas vos frères. Ok, on peut discuter avec celui qui se considère comme frère. Mais quelqu'un vient vous dire, vous-même, vous me prenez, je suis ambazonien. Donc ce n'est pas mon frère. Ah oui? Ce n'est pas mon frère. Il me dit lui-même que oui. je suis ambazonien. Votre justice là est incompétente parce que moi je suis ambazonien et j'ai été arrêté au Nigeria. Oui. Et vous voulez qu'on discute des cas pareils? Vous voulez qu'on discute des cas pareils? Mais lorsqu'il travaillait à la Somelle, il était camerounais. S'il était arrêté au Cameroun, Je vous en prie. Moi, s'il vous plaît, permettez à poser la réponse à votre question. Non, il était au Cameroun avant. Aujourd'hui, voilà. Il était camerounais. Il était camerounais, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'il a donc commis avec le Cameroun. Ça veut dire qu'on peut discuter avec lui. Parce qu'il a une histoire avec le Cameroun. Ça veut dire tout simplement que, excusez-moi, je n'ai pas le droit de le juger, mais je me permets de dire que ça veut dire tout simplement que c'est un bandit. Alors, il il bénéficie de la présomption d'innocence. Non. Le procès est en cours devant les juridictions, mais le procès ne s'enlise pas. Alors, la justice, Maître Frou le sait, mais c'est une vieille femme qui marche tout lentement. Et ça, Maître Frou le sait. Le procès ne s'enlise pas. La justice n'est pas pressée lorsqu'il faut une manifestation de la vérité. Aujourd'hui, heureusement, qu'on est un peu tiré pour qu'ils viennent nous dire que je suis ambazonien, je ne suis pas camerounais. Et voilà donc un ambazonien qui demande aux Camerounais de tuer leurs frères. Et c'est très très grave. Lorsqu'on tue des chefs traditionnels de chez nous, vous comprenez, on tue des chefs traditionnels de chez nous et on vous dit que non, c'est un ambazonien, il faut le laisser passer. Justement, la stratégie de défense d'Ayoub Tabessu, c'est une mauvaise stratégie de brandir son appartenance à une république imaginaire qui n'existe pas encore, selon les propos du gouvernement. Alors, comment expliquer cette ligne? Je vais vous expliquer. Je vous en prie, allez-y. Même toi, même moi, même lui, même tous nous ici, le code de nationalité dans son article 41 vous donne la possibilité de dénoncer votre nationalité. Non. La seule chose, il faut que je m'explique, de dénoncer votre nationalité. De dénoncer votre nationalité. Oui. Même s'ils disent qu'il est ambazonien, il a quoi, ils ont quoi, ils ont mis leur nationalité en question. On est d'accord? On est d'accord? Si ils ont mis ça en question, ça veut dire que le tribunal, avant même le statuer sur leur cas, doit déterminer ces questions de nationalité, et ce n'est pas le tribunal militaire, ce n'est pas le tribunal criminel, ce n'est pas le tribunal mais c'est un tribunal civil, civil dans le lieu de résidence. Je vais vous dire, tous ces 10 messieurs, ils sont tous les professeurs. Attends, j'ai fini. Ils sont tous les professeurs universitaires au Nigeria. Et il y en a qui ont fait plus de 20 ans au Nigeria.
ils sont les réfugiés. Ils sont les réfugiés au Nigeria. Et c'est pour cela que le président, que j'ai apprécié, a renvoyé le dossier pour demander au ministère, le commissaire du gouvernement de prouver que sont les Camerounais et demander à nous, de la défense, de prouver que ces messieurs-là sont les réfugiés. Et c'est très, très net. Alors, c'est ça le débat qui revient le 7. L'affaire Ayouk Tabé, Edmond Kambia, qui prend d'autres allures plus politiques ces derniers temps. Il y a une volonté... le crime n'était pas commis au Cameroun. Les crimes sont commis au Cameroun. Messieurs, on avance. Permettez maintenant à Edmond Kambia. Je vous en prie, Maître Foudianso, Paul Sopor. Permettez maintenant, messieurs, je vous en prie, permettez maintenant à Edmond Kambia de s'exprimer sur cette affaire Ayouk Tabé et la crise anglophone. Lorsque ces personnes ont été arrêtées au Nigeria et transférées au Cameroun, d'aucuns s'attendaient à ce que la crise puisse du moins s'estomper. Oui. Mais on a vu la situation prendre une tournure inquiétante avec une escalade de violences meurtrières. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, c'est la 3e année d'escalade de violences dans les régions anglophones et le cas Ayouk Tabé qui suscite un embarras selon le journal Mutation. Comment en sortir? Est-ce que c'est une affaire qui devient de plus en plus politique, selon vous? Il est clair que l'affaire politique, je dis même qu'elle est politique depuis le début. En tout cas, quand j'ai écouté Ayouk Tabé sur une chaîne de télévision, France 24, depuis le Nigeria, s'autoproclamer président de la République d'Ambazonie, j'ai compris que le problème était politique. Il a été arrêté, il a été transféré au Cameroun. Le procès a enfin commencé. Le procès va certainement aller jusqu'au bout. Mais il me semble qu'en attendant l'issue du procès, puisque la crise anglophone dure depuis 3 ans déjà, et qu'il y a des morts sur le terrain de tous les camps, c'est-à-dire les forces armées camerounaises, les bandes armées dites sécessionnistes, dites des forces de défense ambazoniennes, les populations qui meurent chaque jour, et il y a des centaines de milliers qui sont chaque jour déplacés dans d'autres régions du Cameroun. Il me semble que la solution ne peut plus être seulement militaire. Il faudrait que la solution soit éminemment politique. C'est-à-dire, il faut que le chef de l'État, en cette qualité-là, plus comme commandant en chef des forces armées, mais surtout comme chef de l'État, père de la nation, c'est-à-dire le côté politique, il doit le mettre davantage en avant pour discuter, pour amorcer. Il a dit dans le discours du 31 décembre qu'il est prêt à discuter avec les personnes de bonne volonté. Mais qui sont les personnes de bonne volonté? Il a l'opportunité d'avoir au Cameroun ceux qui se sont autoproclamés ambazoniens et qui se sont prévalus dans le passé de la nationalité camerounaise. Je disais tout à l'heure, M. Sopor, que ce sont des personnes qui ont une histoire avec le Cameroun qu'on ne peut pas nier. Ça veut dire qu'ils ont été à un moment donné de leur parcours des Camerounais. Et on peut le vérifier. C'est la raison pour laquelle on peut discuter avec eux. Parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Et je ne vais pas rentrer en tant que juriste sur les stratégies de défense des avocats d'Ayouk Tabé. Moi, je ne donne même pas. On ne peut pas le dire sur le plateau. Mais j'ai dit que j'insiste sur l'aspect politique. Parce que si on met en branle l'aspect politique, cette affaire peut être réglée. Alors, je pense qu'il faut négocier. Il faut envisager la négociation avec Ayouk Tabé et ses camarades. André Duterme, je pense le président de la République il faut discuter avec prêt à discuter avec les personnes de bonne volonté pour résoudre la crise anglophone. Est-ce que ces leaders du mouvement séparatiste qui sont aujourd'hui devant la justice peuvent être ces personnes avec qui le président de la République peut discuter en vue de résoudre cette crise, selon vous? Disons que je suis très ébahi de constater que nous discutons des séparatistes et des sécessionnistes qui ont tué les Camerounais et dont on en débat longuement. C'est déjà un pas vers la démocratie. Je crois que dans certains pays, cela serait interdit, mais c'est déjà bien. Ce que moi, je peux dire, c'est que ce que les gens ne savent pas, et je veux le dire, c'est que la zone anglophone veut profiter du Cameroun
parce que je l'ai toujours dit, la presqu'île de Bakassi a engrangé beaucoup de richesses et de pétrole. Et aujourd'hui, une minorité de cette partie trouve qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse 90% nationaliser ces richesses, nationaliser ce pétrole. Et le véritable problème, c'est quoi? C'est que lorsque le président Paul Biya a eu la sagesse d'aller à La Haye, de gagner le procès, beaucoup de Camerounais avant sont morts là-dedans. Beaucoup de Camerounais sont morts pour cette presqu'île. Aujourd'hui, le dialogue inclusif dont on pousse à forte dose, c'est effectivement pour aller discuter de ça. Parce que lorsque les gens prennent du pétrole, ce n'est pas pour des roses ou des fleurs, c'est pour des richesses. Et je sais qu'il y a une loi au Cameroun qui dit que le sous-sol appartient à l'État et le reste appartient aux individus. Le président ne peut pas aller négocier pour que les gens individualisent les richesses du Cameroun. Le président ne peut pas aller négocier pour que les individus nationalisent les richesses du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un problème de redistribution des richesses qui se pose. C'est le sentiment des populations dans plusieurs régions du Cameroun. Le président de la République lui-même a promis l'accélération de la décentralisation pour qu'il y ait des régions et que les populations puissent elles-mêmes contribuer aux politiques de développement local, y compris la redistribution de ces ressources pétrolières dont vous parlez. Voilà, vous avez atteint la lucidité. Et c'est de là qu'il s'agit de la décentralisation. Mais elle n'est pas encore effective. Elle n'est pas encore effective. Ces régions attendues, ces régions qui ne sont pas encore mises en place et les populations estiment que cela traîne. Est-ce que pour ces raisons-là, des discussions peuvent être engagées entre ces leaders de ces mouvements qui revendiquent un mieux-être pour la population et le gouvernement en place? Pour ce qui est de la décentralisation, c'est un processus. Il y a déjà un ministère de la décentralisation et du développement local. On attend les élections des régions. Et c'est à partir de ce moment qu'il y aura l'impulsion, n'est-ce pas, de la politique locale. Donc, je crois que c'est ce débat qui est important et non le débat des séparatistes. Moi, je crois que la stratégie de M. Ayoub Tabé, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu de mort, c'est un général de guerre. C'est lui qui donne les instructions par rapport à la milice qui était au Cameroun et qui a tué des Camerounais. C'est lui qui était le président de l'Ambazonie qui a été arrêté. Donc, il y a eu des morts. Donc, cette stratégie à contester la nationalité pour voir l'hégémonie, l'incompétence du tribunal est une fausse stratégie. C'est une fausse stratégie. Parce qu'effectivement, il a du sang sur les mains et les Camerounais attendent que justice soit faite. Quand vous parlez de négociations avec les Ayoub Tabé, c'est possible. C'est possible. Mais qu'ils donnent donc l'ordre que la guerre s'arrête et que ça s'arrête et qu'on voit. Hein? Puisqu'il est le général. Puisqu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'implications d'argent et de richesses et de puissances derrière tout ça. Ils ne peuvent pas le faire. Maître Fou Johnson, est-ce que ces leaders du mouvement séparatiste sont prêts pour travailler dans la désescalade de la crise anglophone? Est-ce qu'ils seraient prêts à accepter la main tendue du président de la République, qui lui, de son côté, dit être disponible à discuter avec les personnes de bonne volonté? Before I say that, I will ask my young friend to call the Commissary of Government to add on the charges. We have the charges, but there is no charge about assassinat. If you say that Ayoub Tabe's hands are with blood, call the Commissary of Government. Go, of course, it's your man. Go and meet him. Monsieur, ajoutez assassinat. To answer your question, I answered this question on Friday. Let me answer again. The Federal Republic of Ambazonia, led by Mr. Ayoub Tabe, is ready to negotiate with La République du Cameroon in any part of the world, not in Cameroon, but we will prefer an African country because we are Africans. But if the United Nations or African Union wants to take us to anywhere for negotiation with a neutral mediator, because Cameroon is too polarized. Secondly, I want to say that Mr. Biya has not started any negotiation. All this thing about poursuivre les négociations avec le Camerounais de bonne volonté, when did that negotiation start? That is the question I'm asking.
I am telling you here now, let Cameroonian public hear me. The Southern Cameroon people are ready to negotiate with La République du Cameroon, just like they negotiated before we came in 1961. We are ready to negotiate again anywhere in the world. Alors justement, anywhere in the world. Alors après vous, Paul Sopor, comment on sort de cette crise? On voit bien qu'il y a une volonté affichée par les différentes parties d'aller vers des discussions, vers un dialogue afin d'apaiser les tensions. Mais de notre côté, on voit des camps extrémistes qui s'entrechoquent sur le terrain. Comment aller vers la désescalade de la crise anglophone? Nous sommes là dans la phase des suggestions pour sortir de la crise. Oui, et il n'y a pas... Il y a en fait deux pays, hein. Il y a deux pays, peut-être que c'est clair, il vient encore de le répéter. Il y a deux pays qui s'affrontent là. C'est clair, il vient de le répéter. Effectivement, deux États. Et heureusement que la procédure judiciaire a pris son temps pour que les Camerounais comprennent enfin qu'il y avait un calendrier caché. Il y avait un calendrier caché. Il y a deux États. Il y a la République fédérale de l'Ambazonie et il y a la République du Cameroun. Vous demandez donc à qui maintenant? Au président de la République du Cameroun d'engager le dialogue ou bien au président de la République fédérale de l'Ambazonie d'engager le dialogue? Vous voyez que nous discutons depuis 3 ans pour qu'enfin les gens comprennent qu'entre Camerounais, il n'y avait pas de problème et qu'il n'y a pas de problème. Le véritable problème, et ça, lui vient de le soulever, Mika, c'est le problème de l'appropriation de la richesse du peuple camerounais. C'est là le véritable problème. C'est là où nous Le Cameroun, il faut vous le dire. Qui veut s'en approprier? Les Ambazoniens. Les Ambazoniens disent c'est clair ce qu'il dit là. Ayoub Tabé, lorsque vous l'avez suivi à France 24, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est prêt à mourir pour son Ambazonie. Et vous voulez qu'on ait discuté? On discute avec qui? Un Ambazonien ou un Camerounais? Si la discussion est entre Camerounais, ok. Donc les âmes de bonne volonté qui sont camerounaises, il faut le préciser, qui sont camerounaises seront les bienvenus pour cette table-là. Mais si la discussion est entre Ambazoniens de la République fédérale de l'Ambazonie et de la République du Cameroun, il n'y aura pas de dialogue. Nous sommes entre un État qui est transgressé dans sa propriété, dans sa chair, par un autre État. Je ne sais pas s'il est virtuel ou s'il existe, mais nous voyons que le président, pour le moment, est entre nous. Et ce président-là doit s'expliquer. Pourquoi a-t-il voulu que les Camerounais s'entretuent? Pourquoi a-t-il voulu que les Camerounais, c'est-à-dire que nous nous assassinions nous-mêmes? Ce président-là doit s'expliquer. Ce n'est pas la justice ici. La justice va suivre son cours. Quelles que soient les lenteurs, c'est la justice. Et la justice, je suis convaincu qu'elle arrivera là où elle doit arriver. Pendant que la pression internationale est plus ou moins appréciée sur le cas de la gestion de la crise anglophone, la presse africaine est apparue divisée sur l'attitude de la communauté internationale en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'annonce de la victoire à l'élection présidentielle de Félix Tshisekedi suscite de vives réactions. D'un côté, des scènes de joie pour saluer l'alternance politique. De l'autre, le Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le recomptage des voix, des procès-verbaux, recomptage des procès-verbaux sur la base des dénonciations faites par les évêques congolais, Edmond Kambia, Congo, Kinshasa, de vives tensions depuis quelques jours, avec l'entrée en scène du Conseil de sécurité de l'ONU, quelques heures seulement après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, donnant vainqueur Félix Tshisekedi, résultat contesté dans ce pays. D'abord, il faut dire une chose. Après l'annonce des résultats, la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, on a un fait, il y a alternance. C'est un candidat de l'opposition qui a remporté les élections. Le candidat du parti au pouvoir a perdu les élections. Ça, il faut le noter. La deuxième chose qu'il faut observer, c'est que ce n'est pas le candidat du parti au pouvoir qui se plaint, mais c'est un candidat de l'opposition qui estime que c'est plutôt lui, Martin Fayulu, qui aurait gagné les élections et qu'on aurait en quelque sorte inversé les résultats
Et c'est la raison pour laquelle il a finalement déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Très vite, il faut également noter, avant de chuter, qu'il y a eu dans cette affaire, dans le processus électoral en RDC, plusieurs acteurs qui ont joué des rôles majeurs. En dehors des acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition, il y a eu la société civile, il y a eu surtout la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, c'est-à-dire l'ensemble des évêques qui ont été au cœur du processus, surtout déjà pour l'apaisement dans le pays, mais également pour l'évolution sociopolitique. Depuis l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016. N'oubliez pas que le mandat de Joseph Kabila était achevé, était échu depuis le 31 décembre 2016. C'est grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre, piloté sous le gîte de la CENCO, de la conférence épiscopale, qu'on a pu avoir le reste du processus qui a permis, n'est-ce pas, à Joseph Kabila de rester au pouvoir, même si l'accord prévoyait que les élections se déroulent fin 2017, ça n'a pas pu se tenir. Finalement, il y a eu un consensus, parce que la CENCO travaille dans le mode consensuel, il y a eu un consensus qui a été validé par le Conseil de sécurité pour qu'il y ait des élections au plus tard, le 30 décembre 2018. Et il y a eu des élections. Maintenant, je voudrais dire quand même une chose. L'implication de la France. C'est-à-dire quelques heures après la proclamation des résultats, on a vu la France dénoncer ces élections. Ça suscite des interrogations. Et soutenir ouvertement un des candidats, Martin Fayulu, notamment le candidat de l'opposition qui dit avoir perdu les élections. Ça suscite des interrogations. Pourquoi cette implication subite et ce soutien derrière un candidat qui officiellement a perdu les élections, alors que le président sortant, qui n'était pas candidat, avait proposé un candidat qui a perdu les élections et ne s'est pas du tout plaint. Ça, il faut se poser des questions. Alors, et la rapidité avec laquelle le Conseil de sécurité se réunit dans ce cas précis pour débattre de la question et faire des propositions, alors qu'on a vu d'autres pays en Afrique, y compris au Cameroun, où le Conseil de sécurité ne s'est pas rapidement réuni sur la question, soi-disant, du hold-up électoral. Paris et Bruxelles, qui sont les premières puissances internationales à réagir concernant l'élection présidentielle au Congo-Kinshasa, André Luther Meka, la RDC, qui suscite un intérêt particulier des puissances internationales, notamment la France, la Belgique, ancienne puissance coloniale, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui rapidement se sont prononcés sur les irrégularités et durant la présidentielle au Congo. Comment appréciez-vous le jeu des puissances en République démocratique du Congo concernant cette présidentielle? Ce n'est pas seulement au Congo, même au Cameroun. La crise anglophone est une expansion de tout cela. Mais moi, je n'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. Je crois que le peuple congolais est souverain et la capacité, la maturité du peuple congolais fera face à cette bourrasque internationale. Moi, je pense que dès lors qu'ils ont décidé de tourner la page et de continuer dans une option, il revient au peuple congolais de démontrer leur maturité en faisant soit bloc à celui qui a gagné. Et comme l'a bien souligné M. Edmond Kamgia, c'est le candidat de l'opposition qui a gagné. Et ce n'est pas n'importe quel candidat, il a un nom historique, hein, c'est Tshisekedi. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est au peuple congolais de faire face à cette bourrasque, bien que je constate qu'il y a véritablement j'allais dire, une importante pression de la communauté internationale et même de l'Église catholique, parce qu'il faut dire que l'Église catholique a joué un rôle. Il a parlé des accords de la Saint-Sylvestre et voudrait continuer effectivement à être le guide, n'est-ce pas, de cette nation. Donc je crois que c'est au peuple congolais de réagir avec maturité face à cette bourrasque internationale qui n'est pas seulement congolaise, elle est pratiquement en Afrique. Vous savez que l'Europe est pratiquement en crise économique et cherche, n'est-ce pas, des comptoirs pour pouvoir se ravitailler. C'est ce qui arrive aussi du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, je crois qu'il faudrait que ce soit ce pays puisse faire un front par rapport à cette puissance internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le recomptage des procès-verbaux, c'est en tout cas également la principale requête déposée au Conseil constitutionnel par le candidat de l'opposition qui conteste cette victoire de Félix Tshisekedi. Il s'agit de Martin Fayulu, mais avec vous, Maître Frou Johnson, ce regard, cette implication de la France, de la Belgique sur l'élection en République démocratique du Congo, alors que d'aucuns saluent le fait que ce n'est pas le candidat du parti au pouvoir
qui ait remporté ce scrutin. D'autres estiment qu'il y a eu des accords entre Kabila et Tshisekedi pour mettre de côté Martin Fayoulou. Est-ce que l'intérêt général du peuple africain, du peuple congolais, selon vous, est pris en compte dans cette bataille géostratégique? Well, let me say this. The nationalist candidate of the Congolese people has won the election. This France will not accept. Belgium will not accept. These are the colonizers of the Congo. Those who enjoy the riches, like my young man talked about the riches in the southern Cameroon. Those who have been enjoying the riches of the Congo have seen their interests being fading away. And since they have a lot of entry in the United Nations, they are asking for counting. Let me ask one question. Congo has an independent electoral commission. Yes. Is the Catholic Church part of that independent electoral commission? No. No. Is France part of that independent electoral commission? No. Is Belgium part of that independent electoral commission? No. The electoral commission has counted the votes and have declared a candidate winner. It is left for the Congolese people in their constitutional council to decide. People cannot sit in the United Nations because they have interests, and sit in France because they have an interest, and sit in Belgium because of an interest, and ask Congo to count in the independent electoral commission, which is different from your electum here, that is all made up of CPDM people. That independent electoral commission is made up by every Congolese of different sensibilities. And they have taken a decision, and they will take it to the logical end. This is the first time that in Africa, an African country has decided that they want to break away from their colonial past. And Tshisekedi, his father fought all his life and died in it. His son has taken over, and the Congolese people have given him the mantle of leadership. Africans should stop entering into other Africans' affairs. I think that the Congolese people are mature enough now, after we haven't gone through the war that they went through. They are now mature, they now want to come out of it. They have elected a nationalist. Mais il y a également de la contestation qui vient de notre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. C'est une première quand même, cette configuration. He represents the interests of France and Belgium. C'est votre point de vue. Alors, Martin Fayoulou, candidat de l'opposition, qui contexte la victoire d'un autre candidat de l'opposition à la présidentielle au Congo, Kinshasa, et vous observez ce jeu des puissances sur le théâtre politique congolais, un pays des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Comment appréciez-vous les enjeux géopolitiques qui se dessinent autour de cette présidentielle au Congo? Vous savez, ce qui se passe au Congo devrait plutôt nous renseigner, nous Africains. Parce que nous devrions comprendre, à partir de cet exemple, que les peuples ne comptent pas. Les peuples n'ont pas de place. Ce qui compte pour les Occidentaux, ce sont leurs intérêts qu'ils ont dans ces pays. Les peuples ne comptent pas. Vous êtes... on peut vous envoyer des militaires pour vous... Ce n'est pas notre problème. Ce ne sont pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils les mettent en avant pour mieux nous exploiter. Mais les peuples ne comptent pas. Donc, à partir de là, c'est pourquoi, moi, je dirais, il faudrait que le peuple congolais, qui est déjà mature, tout en soulignant que Fayoulou, c'est l'homme de Total. Et quand on sait quelle est la place de Total dans l'économie française, on comprend beaucoup de choses. Alors, on ne saurait indexer quand même des entreprises comme celle-là, mais non. On a vu que Martin Fayoulou a quand même structuré une coalition des personnalités de premier rang congolaises qui sont
de l'opposition et qui l'ont soutenu durant cette campagne. Il estime qu'il faut un recomptage des procès-verbaux parce qu'il pense qu'il y a eu des irrégularités. Est-ce que vous ignorez cette requête qui vient d'être introduite au Conseil constitutionnel? Donc il attend que le Conseil constitutionnel se prononce. Le Conseil ne s'est pas encore prononcé, il ameute toute la communauté internationale. Ce n'est pas lui, c'est un pion. Je vous le répète, je suis Quels sont les éléments que vous avez pour le dire? Je vous le répète, je suis libre de mes opinions. Martin Fayulu a dirigé Total. Et lorsqu'on voit ce qui se passe en France aujourd'hui, la surenchère qu'on met derrière le prix du pétrole en France, on comprend que la manne est en train de tarir, c'est-à-dire que le puits là est en train de tarir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger. La France ne peut pas accepter que le pétrole africain soit enfin géré par les Africains, ou que les richesses africaines soient enfin gérées par les Africains. Le Drian ferait mieux de s'occuper des gilets jaunes qui sont à sa porte, à la porte de son ministère. Mais ce n'est pas le problème. La communauté internationale ne voit pas ce qu'il y a là-bas, ces interpellations qui n'ont pas de sens, ces morts qu'il y a en France aujourd'hui. La communauté internationale est muette. Mais le Drian va s'occuper de ce qui se passe à plus de 6000 km de chez lui. Donc ça veut tout simplement dire que la France a sorti son jeu devant tout le monde. Tout le monde aujourd'hui comprend que la France aujourd'hui est aux abois et ça doit nous renseigner. C'est-à-dire nous entretuer entre nous, nous devons comprendre que la population là ne compte pas. Mais ce sont les richesses qui restent après qui comptent pour ces Occidentaux. Le pétrole est géré par la France. Nous devons faire attention. Parce que ce soit la France ou l'Angleterre ou c'était la Grande-Bretagne ou la Belgique ou les États-Unis, l'intérêt est le même. Et c'est quelqu'un qui avait dit là-bas qu'il n'y a pas d'amis. Il y a plutôt les intérêts qui unissent les pays. Et à partir du moment où le Congo aujourd'hui se veut indépendant, vous savez, tout le monde a été surpris. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait vraiment que ces élections n'aient lieu et qu'il y ait encore une fois génocide au Congo. Mais les Congolais ont supplanté tout cela. Ils sont sortis la tête de l'eau et ça ne plaît pas aux Occidentaux parce que voilà, la Belgique qui n'a été bâtie que grâce au Congo, grâce à cette richesse du Congo, et que le Congo, et dont le Congo même n'en profite pas. Le Congo n'en profite pas, mais c'est la Belgique qui est devenue une grande puissance à partir de la richesse congolaise. Vous pensez que la Belgique, voyant que cette richesse-là va lui échapper, va se croiser les bras? Alors il y a une réaction après cette élection présidentielle, celle de Vital Kamerhe, soutien de Félix Tshisekedi, ancien président de l'Assemblée nationale. Il estime qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Edmond Kambia, Félix Tshisekedi est-il le moindre mal dans cette bataille de positionnement entre deux candidats de l'opposition pour le fauteuil présidentiel au Congo-Kinshasa? Je pense que cette réflexion venue de Vital Kamerhe est très pertinente par rapport à l'histoire du Congo. C'est un pays qui revient de très loin. Depuis les élections de mai 60, les élections législatives qui ont permis, les élections législatives démocratiques qui ont permis à Patrice Emery Lumumba de devenir Premier ministre aux côtés du président Joseph Kasavubu, il n'y a jamais eu d'élection démocratique en République démocratique du Congo. Et ça, il faut le féliciter, il faut le dire. Parce qu'en réalité, en plus, la RDC nous parle, à nous, les Camerounais. La RDC nous parle, que ce soit la CENI qui parle à Elekam, que ce soit l'opposition congolaise qui parle à l'opposition camerounaise. Restons sur votre question pour dire que Vital Kamerhe, et je dois le souligner ici pour ceux qui ne le savaient pas, il a été le tout premier directeur du cabinet de Joseph Kabila Kabange. Avant d'être président de l'Assemblée nationale, avant de créer son parti politique. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire du pays, qui connaît bien le président sortant. Et je préfère. Ce qu'il a dit est une réflexion forte. Je le réitère et je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire le moindre mal, la politique du moindre mal, c'est quoi? Je préfère un arrangement politique entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila plutôt qu'un arrangement entre un candidat qui va permettre
au Congo de perdre toutes ses richesses. À la France. Et dans le cas d'espèce, il faut féliciter le peuple congolais. Il faut féliciter la Commission électorale nationale indépendante qui a fait un travail qu'on n'a jamais vu au Congo. Parce que la CENI a toujours été critiquée, contestée. Je me rappelle qu'en 2011, Étienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi, revendiquait sa victoire volée. Et il avait des éléments de preuve à ce moment-là. Mais malgré tout ce qu'il a pu faire, on n'a jamais vu un pays occidental soutenir la cause d'Étienne Tshisekedi lorsqu'il revendiquait sa victoire volée. C'est un nationaliste. Curieusement aujourd'hui, son fils qui a pris la tête de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a créé sa coalition après avoir quitté la coalition de celle de Martin Fayulu justement. Les gens ne se posent pas beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il a quitté la coalition de Martin Fayulu? Il s'est passé des choses. Et je peux même vous dire aujourd'hui, c'est sur la place publique au Congo, à Kinshasa. Félix Tshisekedi demande à Martin Fayulu de dire la vérité au peuple congolais. Qu'est-ce qui est caché derrière la coalition que lui, Martin Fayulu, a conduit? On a vu la France sortir du bois et revendiquer son candidat, la victoire de son candidat. 2 heures après, c'est lui qui a fait. Je vais vous dire, Lambert Mende, le porte-parole et ministre de la communication du Congo, a fait une déclaration forte. La RDC n'est pas une partie de la France. correct. La France ne doit pas s'ingérer dans les affaires internes du Congo. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est peut-être l'une des phases de la lettre de Patrice Emery Lumumba qui disait un jour, le Congo sera dirigé par ses fils. C'est un peuple qui aura une histoire de grandeur quand il sera géré par des patriotes. Et je pense que le Congo est en train de se libérer. En attendant la décision du Conseil constitutionnel sur la requête introduite par Martin Fayulu, les élections législatives ont permis de voir l'entrée, le pouvoir de Kabila maintenu, du moins une majorité de la part de son parti, et l'on se dirige vers une cohabitation Kabila, pro-Kabila et Félix Tshisekedi. Pensez-vous que ce ménage peut permettre aux Congolais de voir un avenir plus prospère? Oui, moi je crois que c'est pour ça que le dialogue entre Kabila et Tshisekedi a été important. Cette phase-là a été importante parce que tout le monde sait que Kabila risque d'être le président du Sénat. Ça, tout le monde voit ça, que Kabila risque d'être. Donc, au lieu d'avoir deux dirigeants qui s'affrontent, vaut mieux s'entendre sur comment diriger le Congo afin que le Congo sorte en fait de cet enlisement. Cette cohabitation peut-elle vraiment exister? On regarde plusieurs cas vécus dans des pays africains comme au Soudan du Sud et dans d'autres pays. Lorsqu'on a vu comment Kabila, et il faut le dire, lorsqu'on a vu comment il a dirigé ses élections, lorsqu'on a vu comment il a dirigé son pays, lorsqu'on a vu comment il a évité que le pays ne s'enlise à nouveau dans la guerre, en demandant aux fameux observateurs qui viennent sous des soutanes pour dire que voilà le vainqueur, en leur demandant ne venez pas chez nous, en leur disant nous-mêmes nous finançons notre campagne entièrement. C'était la guerre. Donc lorsqu'on a vu comment il a fait tout cela, on est en droit d'espérer pour le Congo. Et puis la détermination du peuple congolais. Ne l'oubliez pas. Merci, messieurs. Il y aura un dessous de l'Assemblée. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Luther André Meka. Merci également à vous, honorable député Paul Sopor. Merci également à vous, Edmond Kambia, et maître Foudonsor, qui était présent ce dimanche. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Droit de réponse. Merci de rester sur Equinox Télévision.